C'est le truc que j'essaie le plus plutôt qu'expliquer un pack, je crois. Alors nous voici de retour avec Sylvain Loriol pour qu'il nous montre le deck avec lequel Pierre Canali, qu'on a eu en interview aussi, s'est qualifié à l'Open de la dernière chance. Parole à toi Sylvain. Ouais, Pedro qui d'ailleurs est toujours en course dans le tournoi, là j'ai emprunté son deck entre deux rondes. Donc il s'agit de Mythic Bant. Le but du jeu c'est d'avoir un développement en mana très important avec beaucoup de landes animables. Donc la liste est une liste à 28 terrains pour permettre de développer beaucoup de mana face à contrôle pour avoir les landes animables qui marchent et sur des matchs face à Mono Rouge où il nous tue les bêtes à mana quand même arriver à jouer. Donc avec 0 Arpenter par contre, qui ne sont pas adaptés dans le format, surtout pas Elspeth et Gideon, et éventuellement Jace, c'est pas affreux. Donc on a une base avec 28 landes, 12 créatures à mana, plus les reliques Arik Knight. Donc on a 44 cartes qui ont trait de près ou de loin au mana. Sur ça, on a des menaces de très haute qualité qui sont un carré de Baneslayer, un carré de Souverain, avec 2 Eldrazi Conscription, et des landes animables qui, avec une telle quantité de mana, sont très facilement animables. Et c'est l'intérêt de jouer 28 landes, c'est surtout pour les colonnades, qui sont quand même très chères à activer et qui mettent les derniers points une fois que Eldrazi Conscription est parti. Et passé, qui a mis une quinzaine de points, les Fetchlands adverses ont mis 1 ou 2 points, et quand on se prend sa race, ben on reste à 4, on laisse le joueur à 4 et colonnade doit mettre les derniers points. Donc, concernant le détail des landes, un point important, c'est le nombre, les Fetchlands. Il est très important que les Fetchlands soient des Fetchlands verts et surtout pas des Fetchlands blancs ou bleus. Parce que le but, c'est d'avoir au moins 13 sources de mana vert tour 1. Donc là, on en a 14, 8 et 6, 14. Pour avoir une probabilité intéressante de faire oiseau et noble hiérarche. En fait, Wilfried une fois, il fait le calcul pour montrer qu'à partir de 13, la probabilité d'avoir sa forêt et son noble hiérarche était optimum en termes de deck building et de probabilité. Sur 60 cartes. Sur 60 cartes, pour avoir un bird ou quand on a un bird ou un elfe, c'est pareil qu'un noble hiérarche. Et donc il reste 6 autres cartes, c'est le nombre idéal, c'est 13. Donc si on peut, on fait plus. Là par exemple, j'avais de la liberté, j'ai fait 14, mais normalement, à moins de 13, 4 birds, 4 elfes, c'est pas très bien comme nul. Le reste des landes, c'est donc 2 plaines, une île. Une seule île suffit largement parce qu'il y a un fetch bleu. Les 2 plaines peuvent sembler très peu, mais en fait tous les landes immeubles sont blancs. Donc dans ce jeu, le blanc ça arrive quasiment tout le temps engagé, mais le vert ça ne doit pas arriver engagé. Parce qu'il est très important de pouvoir faire son vert tour. Ensuite on a 2 landes utilitaires, donc Fondria Tectonique et Labyrinthe. Le Fondria Tectonique qui a pour but de choper les landes animables principalement, ou éventuellement de provoquer un Color Death. Labyrinthe qui est exceptionnel en miroir parce qu'il n'y a pas d'anti-bête en miroir. Donc ça se termine souvent en une guerre de tranchées et sans moyen de gestion, parce que la plupart des gens ne jouent pas Fondria parce qu'ils jouent moins de landes, on peut arrêter entièrement le mécanisme Exalt avec un labyrinthe. On arrête totalement cette partie du deck, les souverains et les Eldrazi Conscription. Les 2 steps sont devenus usuels pour avec les chevalières protéger ces bêtes. Avant il n'y en avait qu'un par liste, maintenant il y en a 2 depuis longtemps. Donc là on est d'accord sur après tout. Le Khazali est là principalement pour la curve, pour abaisser légèrement la curve, comme l'escorte intrépide. Les cartes qui ne font pas partie du cœur du deck, en fait le deck, il y a le Khazali et l'intrépide qui servent à réduire la curve, le ballot et les 2 ballottes qui servent à améliorer le match-up face à Junt qui est correct par ailleurs, mais surtout face à Mono Rouge qui est vraiment pas terrible. La ligne valable pour les miroirs et face à Naya, face à Junt c'est correct. Et un Spell Pierce pour un metagame un peu contrôle, un peu combo. Mais c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes forment le remplissage du deck. Le deck fait 54 cartes et le reste c'est des cartes pour arriver à 60. Le cœur du deck c'est vraiment le reste. Donc en fait la théorie que tu as appliquée pour ce deck là, c'est vraiment des piliers en 4, tout miser sur les piliers et remplir après en fonction de la curve. En fonction de la curve, en fonction du metagame prévu pour faire ce sort, plus essayer de provoquer de la surprise et par là des erreurs de jugement. Faire ce sort de base, c'est une carte qui est vraiment pas anticipée et qui est peu envisagée en un exemplaire. Donc a priori quand un joueur s'est pris un perce sort sur une partie non sidée, il va penser
que tu en as plusieurs en main, que tu en as probablement plusieurs dans le deck et éventuellement plusieurs en main, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc ça peut provoquer des erreurs de jeu. C'est souvent ce que tu fais dans tes decks. On remarquera que ton deck ne fait pas partie de l'école de ceux qui jouent tout en 4 et un multiple de 4 de terrain. Contrairement à ce qu'on peut penser dans l'usuel, on n'a pas nécessairement besoin de jouer 4 cartes de chaque. On peut varier. Non, en fait, ce qui est important d'avoir en 4, c'est la structure du jeu. Mais dans tout jeu, quand on le regarde bien, on se rend compte qu'il y a des cartes qui ne sont pas vitales. Et celles-là, ça ne sert à rien de les avoir en 4. Quand on hésite entre deux cartes, qui aucune des deux est vitale, 4 et 0 n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est sûrement 2, 1 et 1 d'une troisième carte pour provoquer de la complexité à lire chez l'adversaire. Parce que contrairement à ce qu'on dit, la difficulté on joue les cartes en 4 exemplaires en se disant je veux les piocher et je vais faire des calculs sur mes draws et les anticiper. En pratique, on ne peut pas tellement anticiper. Par contre, quand on a plusieurs cartes moyennes de remplissage en main, c'est bien qu'elles soient différentes parce qu'à affronter, c'est bien pire. Parce que nous, on a quand même l'avantage d'avoir notre main et on sait les cartes qu'on a en exemplaire et quand on les pioche, qu'elles soient en 1 ou en 4, ça ne change pas. Par contre, pour l'adversaire, ça change pour anticiper les choix. Très bien. Parle-nous de ton side, Sylvain. Alors, la réserve. Nous avons donc une réserve qui est pas mal axée contre Junt, avec de quoi contrer les anti-bêtes, de quoi tenir sur le long terme quand pas mal d'anti-bêtes sont passés, de coller à vapeur pour les éventuels Malakir Bloodwitch ou autres créatures un peu de qualité, genre un titan qui passerait par là, un ballot pour retenir les life, éventuellement les Blightning. Le match face à Junt a une particularité, c'est que quand on est sidé, il va rentrer énormément d'anti-bêtes et la partie va énormément durer. Donc il faut faire assez attention de garder que des menaces une fois sidé. C'est pour ça qu'il y a un side qui est assez étonnant. Les oiseaux de paradis doivent sortir face à Junt parce que il y a un risque. Il y a un risque qu'il les tue pas et que ce soit une carte qui n'ait pas d'impact sur la partie. Le but c'est d'avoir des cartes à impact parce que de toute façon la partie va durer. Donc usuellement ceux-ci et les murs de vénération qui sont pas fantastiques, qui sont à la base destinés pour mono rouge mais qui rentrent. C'est pareil, la Linvala n'est pas destinée à mono rouge. Ensuite, plus spécifique, on a les perce-sorts, le Kazali et la Needle qui sont destinés à contrôle et à combo. Donc après les contrôles, certains ne sont pas adéquats, mais normalement les 5 rates. Et contre contrôle mais qui ne rentrent pas face à combo, on a aussi l'escorte pour gérer les bras de manière assez classique. Il y a un des perce-sorts qui a été main decké pour ce championnat de France, alors qu'il était dans le side entièrement, parce que le metagame avait été envisagé au dernier moment, pas mal contrôle, pas mal combo. Il a été inversé en fait avec un ballot. Si vous avez un metagame moins combo et moins contrôle chez vous, il vaut mieux jouer le ballot dans le main deck, le perce-sort dans le side. Voilà. L'Unsummon, c'est un peu la carte joker qu'on rentre pour plein de raisons différentes, des fois pour sauver ses bêtes, des fois pour bouncer les bêtes adverses, et des fois, face à Junt par exemple, quand on le rentre, on ne sait pas ce qu'on va en faire, mais ça a une polyvalence et ça permet de rentrer toutes les cartes qu'on veut en 15 places pour égaliser le nombre de cartes qu'on veut sortir sur les match-ups et qu'on veut rentrer. A noter que pour sortir, il ne faut pas oublier que la carte qui sort le plus souvent, c'est quand même la combo souverain et Eldrazi Conscription. C'est quand même ce qui sort le plus souvent. Contre tous les match-ups qui ont des anti-bêtes, et Dieu sait que les anti-bêtes, après ça, il y en a, ça ne sert à rien de s'énerver parce qu'on va sûrement se faire tuer son mana, donc on n'aura pas l'exclusivité, on va l'avoir en milieu de partie, ce qui n'est pas exceptionnel, donc il vaut mieux sortir ceci, quitte à sortir des birds, et rentrer énormément de side et avoir un side quasiment transformé. Eh bien, merci pour cette explication complète, Sylvain. Voilà. Mais merci à toi. Il n'y a pas de quoi, bien sûr. On espère que ça a aidé nos téléspectateurs. Donc, on rappelle, c'est une version de Mythic Bant sans arpenteur, uniquement avec des créatures et beaucoup de mana. Et le mana, c'est bien pour jouer ces cartes.